Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, partenaire de cette émission, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Ça passera les 7, 8 et 9 juillet prochains. BFM Business, évidemment, sera présent. Vous avez publié La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob, et en anglais, qui va sortir dans 15 jours, Global Theory of Economic Growth and Distribution chez Economica, avec Alain Villemeur. Et après ça, on fera une traduction en français. D'accord. C'est la nouvelle vision de l'économie de demain ? Non, c'est un sujet très simple. C'est quelle doit être la répartition entre les revenus du capital et les revenus du travail. Et en fait, on s'aperçoit que le bon chiffre, alors on a toute une modélisation et tout, c'est 1/3 pour les revenus du capital, 2/3 pour les revenus du travail. Si on bouge cela, on s'aperçoit, par exemple les États-Unis, que le ralentissement de la croissance aux États-Unis est lié au fait qu'au lieu d'être à 33-34%, ils sont pas très loin des 40%, qui s'ajoutent de manière significative. C'est un équilibre très subtil entre l'offre, c'est l'investissement qu'on peut fournir, et la demande, c'est le fait que les salaires sont suffisamment importants. Ford, les consommateurs, c'est eux qui font quand même évidemment la demande. Ouais, enfin, l'histoire après, c'est de savoir si cet équilibre que vous mettez en avant relève d'un choix politique ou d'un fonctionnement normal de l'économie. Est-ce que vous avez déjà vu des économistes qui sont capables de réellement entraîner des décisions publiques ? Non. Donc, c'est d'ailleurs ce qui nous fait penser que le rapport Pisani-Ferry n'aura aucun effet. D'ailleurs, Bruno Le Maire nous l'a dit. Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Co-fondateur de netinvestissement.fr. Vous avez des coups de fil de vos clients qui sont inquiets du défaut américain, là ? Oui, c'est un sujet qu'on a fait en plus il n'y a pas longtemps. J'ai fait une petite explication sur l'impact de décisions politique locale sur potentiellement les marchés et les portefeuilles de nos clients. Ouais, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais celui-là, on l'a tous les 4 ans ou 5 ans. Erwan Tison, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur des études de l'Institut Sapiens. Vous avez co-publié Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez Emma Éditions. Avant de parler des finances publiques, Bruxelles, les menaces, c'est quand même un grand classique. Je ne sais pas combien de fois on a été sous procédure de déficit excessif depuis la naissance de l'euro. Ça a bien dû se produire 4-5 fois, ça n'a jamais d'effet. Bon. Valérie Rabault, dans Les Échos, signe un papier aujourd'hui où elle parle d'une faute historique française. Alors, elle met faute historique du gouvernement, on ne peut pas vraiment attribuer ça au gouvernement, parce qu'un jour, la France, à la fin des années 90, juste avant l'arrivée de l'euro, décide de créer des OATI, des obligations assimilables du Trésor, indexées sur l'inflation. Quel bonheur quand il n'y a pas d'inflation. Quel malheur quand l'inflation repart. Et le gros de l'alourdissement de la charge de la dette en 2022 a principalement été dû au phénomène immédiat qu'ont provoqué les quelques 10-11% de dettes françaises émises en OATI qui tout de suite ont eu un effet de répercussion négatif sur la charge de la dette, nous conduisant à 52 à peu près milliards d'euros de charge de la dette. Qui dirait que c'est une faute historique, les OATI ? Quelqu'un, Erwan, vous avez un avis là-dessus ? Moi, j'ai trouvé ça assez inattendu. Valérie Rabault, vous le savez, est députée socialiste, elle a été à la Commission des Finances. C'est important de le rappeler. Pour ne rien révéler des coulisses, Nicolas, mais nous étions tous les quatre dans le couloir avant, et regardons quelle année justement, c'était 1998, donc c'était sous le gouvernement Jospin. Et moi je me rappelle surtout, donc fallait peut-être, la faute historique elle date déjà, le gouvernement Jospin a peut-être fait d'autres fautes historiques dont on pourra reparler dans cette émission. Mais non. Mais moi je me rappelle, il y a quelques années, quand l'inflation était à tonne, on se disait, mais quelle idée absolument géniale d'avoir emprunté justement. Donc c'est toujours le problème des décisions cycliques d'un point de vue politique, c'est qu'on regarde toujours la décision à instant T, alors qu'il faudrait la regarder sur le long terme. Dans 20 ans, on se dira, peut-être qu'on a eu que 3 ans d'inflation sur 40 ans d'OATI, donc en fait c'était une très bonne idée. Peut-être que l'inflation sera structurelle, et donc du coup on se dira, mon Dieu, on a fait mauvais. Donc regardons plutôt à long terme, plutôt que de prendre la plume pour dire ce genre de... Je rappelle qu'une OATI, c'est une obligation assimilable du Trésor, c'est le titre de dette. Je voulais lire un tweet d'un auditeur, mais là ce serait un peu décalé par rapport à notre sujet, il m'a fait rire, mais je vous le lirai à la pause. Il s'appelle, Nordine, restez là, ne partez pas sur France Culture comme hier. Juste un mot, Valérie a raison de dire que... Rabault, pardon, a raison de dire que on a un pourcentage de dette publique qui est plus important, ou je crois que c'est le 3e, c'est après les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est le plus important indexé sur l'inflation, mais nos emprunts, il y a des histoires extraordinaires. L'emprunt Giscard avait coûté une fortune parce que tout simplement c'était lié. Donc l'histoire est ancienne, c'est un pari. Moi je
suis tout à fait d'accord avec Erwan, c'est très facile de dire ça à l'instant T. Je rappelle juste pour Valérie Rabault que la durée moyenne de nos emprunts sont de 8 ans, donc tout ça ne se fait pas du jour le jour. Oui. D'ailleurs, si elle nous écoute, Valérie Rabault, elle venait souvent dans l'émission, mais maintenant qu'on me compte les temps de parole tout le temps, je ne peux plus inviter de figure politique de premier plan sur la question éco, dont elle fait partie, bien sûr. Ça vous inspire? Alors moi, je vais une minute, parce que vous allez voir, c'est très rapide. Il est 14 et... La première chose, c'est que pour moi, c'est il y a la partie déclaration un peu politique, on va se le dire. Parce que oui, là, quand on accuse le gouvernement... on fait porter un gouvernement, même si le président de la République est là maintenant depuis 6 ans, les gouvernements, ils se sont succédés, ils n'ont pas eu les mêmes façons de fonctionner, même si le ministre des Finances est resté le même. Voilà. On a eu c'est un record en France. Non, mais on a eu autre chose à faire, peut-être en 2020, 2021 et 2022, de s'intéresser de ça. En revanche, la faute historique, et elle date dès 98, je suis pas sûr, et là je laisserai les universitaires se prononcer, que l'idée peut-être de travailler sur des moyennes long terme et des inflations moyennes, de voir si de s'indexer sur l'inflation sur les 30 dernières années n'a pas été, ou les 25 dernières années n'a pas été une réussite dans le contexte que la France a vécu entre 98 et 2023. Je serais vraiment intéressé d'avoir des chiffres purs. Voilà. Et la faute, c'est que en période de taux bas, d'inflation basse qu'on a passé pendant presque 10 ans, c'est là qu'il aurait peut-être fallu s'intéresser à alléger notre dette et à faire quelque chose de plus intelligent avec notre dette. Ouais. Donc quand on est député, qu'on a été conseiller d'un ancien président de la République, elle aurait pu lui dire... Président de la Commission des Finances. Voilà, on aurait pu le dire avant, potentiellement, que quand on empruntait quasiment à 0 avec une inflation à 1 ou un peu plus de 1, là on avait le meilleur mécanisme d'obligation assimilable au Trésor. Il aurait peut-être été à ce moment-là intelligent d'en faire quelque chose d'utile pour le moment où les taux allaient remonter et où une crise inflationniste pouvait survenir. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une minute, je crois que j'ai fait un peu plus. Une 25. Le tweet de Nordine, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, Dose, tu nous fais toute la semaine avec des intervenants libéraux aux experts, point d'interrogation, parce qu'il trouve que ça manquait de couleur politique. Voilà. 2 jours que je zappe, reprends-toi Nico, chasse ton naturel libéral. Je sais pas si... Alors, hier, il est allé sur France Culture encore, parce qu'il a considéré que le compte n'y était pas. Je ne sais pas si aujourd'hui il va rester. Non, il y a Hervé Lorenzi. On rééquilibre un peu. Parce que... Alors... On va parler de Keynes, là, dit. Oui. Il y a Schumpeter et Keynes. Bon. Jean-Hervé, la commission de Bruxelles, c'est un grand classique. Voilà, elle dit la France, les finances publiques, ça va pas, on va vous mettre sous procédure de déficit excessif, blablabla. Non, elle dit beaucoup plus que ça. Il faut quand même que nos auditeurs et téléspectateurs sachent que la Commission, qui choisit toujours ses moments de manière très intelligente, a décidé non seulement d'attaquer ce qui est juste sur les problèmes de déficit public, mais c'est vrai qu'elle peut dire la trajectoire que M. Bruno Le Maire a proposée n'est pas crédible. Ça, mais il se trouve que c'est une trajectoire qui, en tout cas, est ambitieuse. Donc, c'est peut-être pas le moment. Ou alors, elle dit, ce gouvernement français, il faut le remplacer. Peut-être Mme Ursula von der Leyen pourrait prendre la place de M. Bruno Le Maire, etc. Mais ils ne se contentent pas de ça. Ils expliquent, par exemple, vous l'avez dit, sur les énergies renouvelables. Oui. Pas de chance, parce que notre nucléaire, il ne plaît pas à la Commission européenne. Et donc, nous qui avons le taux, en réalité, le plus favorable, le plus fort, le plus intelligent en matière d'énergie décarbonée, nous sommes en permanence attaqués. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Ça ne m'a pas intéressé sur l'Allemagne qui sort le lignite et le charbon. Mais tout ça est absolument stupide. Je rajoute que expliquer la compétitivité, c'est évident. Mais je veux dire, on voit bien qu'il y a des efforts géants qui sont faits dans notre pays pour se réindustrialiser, je veux dire, tout ça est des mobilisateurs absurdes qu'ils rappellent qu'il faut absolument revenir à une trajectoire de dépenses publiques satisfaisante. Je comprends très bien. Est-ce que c'est d'ailleurs, on va parler tout à l'heure de l'investissement, est-ce que c'est le bon moment pour tous les pays d'ailleurs, parce qu'il va falloir sortir les centaines de milliards pour la décarbonation, les vieux, l'ensemble, le numérique, enfin, tout ça est absurde et excessif et crée de l'anti-européanisme. Alors, heureusement, personne ne lit ce rapport. Ça n'intéresse que nous. Oui. Sauf quelques experts. Oui, ça vous fait réagir
le pampan de Bruxelles un peu traditionnel, je sais pas, Erwan Tison et Stéphane Van Nuffel. On a un peu l'habitude, c'est vrai. Bon, est-ce que c'est le moment? Je vois pas ça comme un pampan. Bon, le semestre européen, effectivement, c'est des technocrates qui Alors parlent. C'est la publication d'hier, le semestre européen. C'est des technocrates qui parlent aux technocrates, mais qu'est-ce que c'est le fondement même justement de l'utilité de ce document-là? C'est de faire converger justement les économies européennes vers plus d'harmonisation. Parce qu'on sait très bien que les turpitudes de la zone euro et de l'Union européenne sont dues justement à trop d'hétérogénéité entre les États, notamment d'un point de vue budgétaire. Et là maintenant d'un point de vue énergétique. Donc moi je pense que ça peut être... Cher Erwan, ça veut dire que les Allemands doivent relancer leur politique nucléaire? Mais exactement. Parce que moi j'aime bien la convergence. Mais c'est toujours nous qui exactement. devons converger. C'est ce que j'allais dire. Prenons les autres sujets. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Les Allemands doivent justement réimposer un accord. Aucune chance. Mais La Commission européenne a déménagé à Berlin. C'était justement mon point sur la question, c'est qu'à la base, c'était fait d'un point de vue purement budgétaire et social. Maintenant, on l'élargit. Ça ne m'étonnerait pas que bientôt, on ait potentiellement des recommandations sur le volet militaire, sur le volet défense, sur le volet peut-être aménagement du territoire. Donc là, c'est la question aussi de quel type d'harmonisation on veut et quels sont les travaux justement que doit faire la France pour pouvoir justement être un élève exemplaire au sein de l'Union européenne. Donc ça pose une question très intéressante, je pense, qui mériterait d'être développée sur le rôle de la Commission européenne. Quel est son rôle démocratique? Est-ce qu'elle, du coup, doit supplanter les États sur autre chose que ses principales missions budgétaires dans le cadre du traité de Maastricht, ou alors est-ce qu'elle doit aller autrement? Enfin, pour la France, effectivement, c'est un traditionnel pampan, mais on pourrait peut-être justement s'inspirer de ce que font nos voisins, parce que c'est ça, en fait, le semestre européen. On dit, en Estonie, ils font ça, il faudrait que vous fassiez ça. Au Portugal, ils ont fait des trucs vachement bien sur l'éducation, ce serait pas mal à recopier en France. On pourrait peut-être justement prendre ces semestres européens-là, parce que quand vous les regardez, c'est quand même une mine d'informations assez intéressante. Sur la compétitivité, c'est le principal problème français qu'on va avoir dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que la productivité, elle est en baisse. En tout cas, partout, elle est en baisse aujourd'hui. Plus en France que la productivité. On a perdu 3 points en 3 ans, oui, la productivité française. Non, mais quand on regarde depuis 2000, la productivité française a progressé 2 fois moins vite que la moyenne de l'Union européenne. Donc c'est quand même, et on est à 3 fois moins vite que la moyenne de l'OCDE depuis 2016. Donc on a quand même un problème structurel qui est plus important et plus présent que parmi les autres pays. C'est un phénomène mondial, je suis d'accord, mais c'est un phénomène qui est plus amplifié en France. Donc peut-être que justement ça permet, c'est du pain béni ce genre de document-là pour le gouvernement, parce que du coup on n'est pas obligé de jouer les oiseaux de mauvais augure, on ne peut que surfer sur cette vague-là en disant effectivement je tire les fils et je vais le travail est prémâché, il n'y a plus qu'à dire effectivement je vais m'attaquer à ces problèmes-là parce que du coup il en va quelque part de la place de la France dans l'Union européenne. La productivité, c'est un peu une énigme d'économiste. On en a parlé souvent. Eric Heyer a tenté d'apporter des explications, mais des explications parfaitement recevables, mais très immédiates, qui n'expliquent pas 10 ans, qui n'expliquent pas 15 ans de décrochage, comme vous le dites. Si vous me permettez, dans la dernière note de l'Institut Sapiens sur le sujet, on a montré que la formation professionnelle est en diminution structurelle pour les salariés, pour les actifs. Depuis 2018, il y a notamment 20% de recours en moins de la part des salariés à la formation professionnelle. Un effet de substitution qui s'est fait au profit des outsiders, donc des demandeurs d'emploi et notamment des alternants, qui fait qu'en fait, vous avez le capital humain des salariés en poste qui a diminué. Donc du coup, mécaniquement, les entreprises qui ont moins formé sont les entreprises qui ont la productivité qui a le plus baissé ces dernières années. Donc il y a aussi des facteurs structurels à cette productivité, à cette baisse de la productivité. Alors c'est fantastique parce que j'ai un auditeur à démarre, il me dit que j'invite des étatistes tous les jours. Il faudrait savoir si j'invite des libéraux, des étatistes. Bon, il y a Bruno qui me dit évidemment qu'il faut réduire la dépense publique, mais pourquoi il existe un concours Lépine pour augmenter la fiscalité alors qu'on ne voit jamais un travail fourni des économistes pour réduire la dépense publique? Il y a des travaux d'économistes pour réduire la dépense publique, Jean-Yves Valorandi. Bien sûr. Je ne sais pas si on peut sur ce sujet. Le sujet, il y a 2 variables. Quand on prend alors je vais suivre mon ami Erwan, prenons les exemples ailleurs. Nous ne sommes pas le seul pays au monde qui a connu d'énormes déficits. Ça a été le cas de la Suède et ça a été le cas du Canada. Et des États-Unis. Et des États-Unis. Après, les États-Unis s'en foutent parce qu'ils le financent par l'extérieur, donc ils ont ce privilège exorbitant du dollar. En réalité, soit on rabote. Donc, je suis au ministère, je sais pas quoi, des anciens combattants, et je commence à dire, il y aura plus 3 voitures, mais 2 voitures. C'est ce qu'on fait pour 2024 pour l'instant. Oui, c'est vraiment ça. Ça, évidemment que ça ne marche pas, évidemment que c'est absolument lilliputien par rapport aux besoins, et évidemment que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est la fameuse RGPD de Sarkozy qui s'est substituée à la LOLF, c'est-à-dire l'idée que on change le mode, ce qu'ont fait les Suédois et les Canadiens, on change le mode d'organisation. Il n'y a plus d'obligation de moyens. En réalité, chaque ministère, chaque année, augmente de 2%, et puis cette année, il augmentera de 1,5% parce qu'on va raboter, mais ça ne changera rien du tout. On
considère que on va essayer de modifier, donner une obligation de résultat. Je prends un exemple. Vous avez un problème d'illettrisme. Vous confiez cette affaire à quelqu'un qui est en charge de ce sujet-là. Vous lui donnez un plan plutôt sur 3 ans avec des revenus. Si ça marche pas, eh ben la personne va cueillir des choux ailleurs. C'est toute une logique de l'organisation publique qui n'est plus adaptée et qu'il faut remettre en place. La France avait décidé de faire cette LOLF. Il faut qu'elle revienne à une véritable réforme structurelle de la dépense publique, puisqu'à la fois on dépense beaucoup et il y a des trucs qui marchent bien. Hein, oui. Je me souviens qu'on a fait le bilan avec François Ekal, qui a fait une note passionnante sur justement toutes ces années de tentatives de reprise en main et de contrôle des finances publiques. On est reparti en 68, on a égrené tous les plans type RGPP, MAP, CAP, enfin tous ces trucs. On se souvient tous des noms des organisations, mais personne ne se souvient des résultats, excepté peut-être la RGPP qui avait effectivement conduit à réduire le nombre de fonctionnaires avec les non-départs en retraite. Et objectivement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que l'organisation publique française qui est héritée, j'allais dire, de l'Empire, ça fait 2 siècles qu'on fonctionne d'une certaine manière, ça n'est plus adapté à la réalité. Il faut confier des missions. Il faut avoir, alors les Suédois ont entièrement transformé leur outil de public en agence. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je veux dire, ils donnent des missions précises et c'est comme ça qu'on transformera les choses, parce que à ce moment-là, on rapproche la dépense du résultat qu'on obtient. Et vous voyez bien que, si par exemple, Erwan vient d'évoquer les problèmes de formation, c'est clair que on ne résoudra pas le problème parce qu'on va rajouter, je sais pas, 500 professeurs ou qu'on va enlever 500 professeurs. C'est pas comme ça que ça marchera. Mais en plus, il y a un autre aspect, c'est que le gros écart de dépenses publiques entre la France et les autres pays, c'est la dépense sociale et pas la dépense d'État. Et là, on ne parle que de la dépense d'État. Et la dépense d'État en France est à peu près similaire à la dépense d'État des autres pays. C'est les retraites. Donc il n'y a pas beaucoup de grains à moudre. C'est les retraites. On a 1 minute 16. J'aimerais vous faire réagir parce que c'est bien joli l'histoire de la transition verte. C'est bien, Bruno Le Maire refuse qu'on augmente la dette et qu'on augmente les impôts. Donc il écarte un peu les 2 principales pistes choc évoquées par le rapport de Jean Pisani-Ferry et une inspectrice générale des finances. Mais comment on trouve 66 milliards d'euros tous les ans ? On fait un plan d'épargne climat. Un plan d'épargne climat. Alors on va faire un plan avenir. C'est un plan d'épargne avenir climat. Avenir climat pour les moins de 18 ans. Voilà. Calqué sur le livret A. Mais c'est, les montants sont. On trouvera la somme, mais dans 25 ans. Vu les collègues qu'il y a sur le livret A, je dis ça avec ironie évidemment. Mais non, mais je me demandais si vous éventuellement. La réponse de Bruno Le Maire, pour l'instant, en tout cas, l'annonce qu'il a fait ces derniers jours, c'est un plan d'épargne. Avenir climat. Voilà, c'est pour les moins de 18 pour ans. Il y aura un petit abondement de l'État, on pense quelques dizaines d'euros à l'ouverture, et puis ce sera capé à 22 950 comme le livret A, mais normalement mieux rémunéré que le livret A. Voilà. Et mais avec une rémunération non garantie, puisque ça n'est pas. La rémunération livré, est non garantie, mais on nous dit que le cash de départ sera garanti. Oui. Et défiscalisé. Mais bloqué jusqu'au 18 ans. Le rendement ne sera pas garanti. Bon, on marque une pause. Plus élevé, mais pour vous dire que la solution, elle n'est pas encore bien aboutie. À l'Élysée, où on a fait la spéciale BFM Business, Emmanuel Macron nous a aussi parlé d'un nouveau véhicule d'assurance vie capital investissement. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce qu'il y avait derrière, mais voilà. Non. Bon, eh bien c'est très bien, tout ça est parfait.